Je me suis entretenu avec Yves Gilbert du Parti Héritage chrétien du Canada pour savoir un peu qu'est-ce que ce parti politique pouvait offrir aux Canadiens lors de cette prochaine élection de 2025. Heureusement, j'ai attrapé mon rhume après avoir fait l'entrevue, donc j'aurai pas la même voix tout au long de la vidéo, mais merci de vous abonner et de mettre un like si vous appréciez cette mini-série où je parle à tous les partis politiques du Canada pour un peu vous donner les options qu'il y a pour les élections qui s'en viennent. Au début de l'entrevue, je lui permets vraiment de présenter son parti et d'expliquer un petit peu les bases fondamentales. Si ça vous tente un petit peu et que vous voulez vraiment voir mes questions vers la fin, je vous laisse le plaisir d'avancer. Je vais mettre le temps à peu près approximativement ici où vous pouvez sauter son explication des fondements de son parti pour vraiment voir les questions pour challenger sa vue sur l'avortement et toute autre chose. Pour commencer l'entrevue, je lui ai demandé où étaient les supporters du Parti Héritage chrétien du Canada et combien de candidats il pensait présenter aux prochaines élections. Je vais vous laisser avec ça pour commencer cette entrevue. Merci d'être là et je vous laisse bonne écoute. On est plus fort en Ontario et dans l'Ouest canadien. On a 35 candidats environ par élection, des fois un peu plus. Malheureusement, au Québec, on était deux. Là, maintenant, je suis seul. L'autre personne s'est désistée pour cette élection-ci. On n'avait pas beaucoup de français non plus dans notre site. On a francisé beaucoup notre site maintenant. C'est pas encore 100% en français, mais on a beaucoup plus. C'est un parti qui était pour les gens il y a peu de gens qui le connaissent quand même, au Québec encore moins, mais dans l'Ouest, il connaît un peu plus, puis un petit peu dans l'Est aussi. C'est un parti qui est venu au monde il y a une trentaine d'années c'était des conservateurs avec d'autres personnes, puis ils étaient plus d'accord sur certains sujets. Et ceux qui ont décidé de créer le Parti chrétien ont dit, nous, on veut garder quand même nos valeurs sur ces sujets-là. Ça fait qu'ils ont préféré créer un nouveau parti au lieu d'essayer de continuer, mais à diluer un peu notre message que nous, on veut transmettre à la population canadienne. Donc, franciser, ça reste quand même un bon défi pour le parti, être intéressant pour les Québécois, puis j'imagine les frontières maritimes un peu aussi. Oui, c'est ça, mais ça va bien. On a quand même beaucoup de choses encore en français, mais je dirais c'est quand même 30% en français, 70% en anglais actuellement notre site, mais on a des gens qui nous aident, puis on a avancé quand même pas mal depuis les dernières élections. On continue à en rajouter demain, puisqu'on reconnaît que nos langues officielles, c'est l'anglais et le français. Je lui ai ensuite demandé quel était l'impact d'avoir des élections qui se déclenchaient plus tôt que prévu. Dans la stratégie du parti, on s'en attendait un peu. Dans ma stratégie à moi, personnellement, ici au Québec, oui, ça m'a un petit peu compliqué l'existence quand mon métier, je travaille sur des navires et j'étais en Floride, donc je suis arrivé juste la semaine passée, ça fait que j'avais rien de préparé. Je m'attendais à ce qu'il y ait une élection, mais je pensais pas vraiment qu'ils nous la lanceraient vite comme ça. Il y a le droit, je pense qu'ils ont fait le calcul, les libéraux, on le voit que les libéraux conservateurs, mais ça se passe, ils ont fait le calcul. Ben nous, c'est à nous de courir et de ramer un peu plus vite pour rattraper le temps. On va y arriver, mais c'est sûr que ça nous donne un peu moins de temps pour avoir une préparation plus grande, là, mais on n'a pas le choix. Il faut être prêt pour que l'élection qui se présente. C'est bon. Maintenant, passons au vif du sujet pour le parti. Là. Pouvez-vous un peu je peux y aller aussi longuement que vous voulez, là, sur vraiment les principes fondamentaux que vous défendez et tout ça, là. Ben, exactement. Nous, il y a plusieurs principes. Évidemment, comme vous connaissez le nom Parti d'héritage chrétien, ben, automatiquement, les gens du parti, les membres du parti et les candidats sont chrétiens, donc on croit en Dieu. On parle pas de religion, parce que des fois, les gens confondent beaucoup religion, mais nous, on croit en la Bible. Donc, nous, on est le seul parti pro-vie au Canada qui se déclare réellement pro-vie. Ensuite de ça, ben, évidemment, on est un parti qui a des valeurs comme le mariage, hommes et femmes, on n'a aucun problème. On n'a pas de problème avec les gens de même sexe qui vivent ensemble, mais pour nous, le mariage devrait être juste hommes et femmes. C'est comme ça que nous, on le voit. Ensuite de ça, on a aussi, par contre, des choses économiques que des fois, les gens pensent qu'on n'a pas, parce qu'on a quand même une bonne brochure avec beaucoup d'informations sur notre site. Nous, on a un plan pour la taxe, on sait qu'on travaille au Canada, puis les gens gagnent des sous, puis quand on arrive à la fin, un peu tout le monde, il n'en reste plus. L'argent est disparu en impôts, en ci, en ça, etc. Et on a un plan que ça fait longtemps qui a été étudié. On appelle ça la juste taxe. La juste taxe, pour nous, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu, mais une taxe sur tous les biens de consommation. Ce qui veut dire que la personne qui est plus riche devrait dépenser plus et payer plus de taxes. La personne qui est plus pauvre, elle va automatiquement payer moins de taxes. On croit à cela parce qu'on le voit, je sais, moi je travaille, là, puis je gagne quand même des bons revenus, et on connaît d'autres personnes qui travaillent puis qui gagnent des plus petits revenus, mais au bout de la ligne, on est presque rendu, on calcule, grosso modo, là, on calcule 10 000 de revenus, et il nous reste peut-être un petit peu plus que 5 500,
Et si on calcule après ça, il ne faut pas oublier qu'on va payer de la taxe sur l'essence, on va payer de la taxe sur les achats d'essai, on va payer de la taxe sur l'habitation, on va payer de la taxe sur les assurances. À fin de compte, sur 10 000 il nous reste à peine 3 000 dans nos poches en tant que citoyens à dépenser. Alors, on se demande pourquoi les citoyens n'ont plus d'argent. Elle est toute dispelle. Fait que nous, on veut faire la fair tax, comme évidemment, c'est fair tax, mais on appelle ça une taxe juste, pour que plus tu consommes, plus tu payes, mais plus tu consommes, normalement, tu devras plus de revenus, donc tu es capable d'en payer plus. C'est notre concept pour la taxe. Ensuite, pour l'immigration, qui est un sujet très chaud, comme je suis Canadien, puis je travaille partout dans le monde, j'ai des amis qui sont d'origine étrangère, j'ai des amis de différents pays. On n'a aucun problème avec l'immigration. On a un seul problème avec l'immigration qui n'est pas en règle, ordonné. C'est le bon mot, là, ordonné. C'est qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, donner tout à tout le monde, puis à dire, ben là, c'est correct parce qu'ils font pitié. C'est vrai qu'il y en a qui font pitié, puis j'ai des amis d'Haïti, j'ai des amis d'Ukraine, j'ai des amis de partout. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut quand même accepter qu'il faut s'occuper de nos citoyens en premier. Oui, on peut accepter une immigration, mais qu'une immigration qui est juste, qui travaille, qui paye les taxes, les impôts. Je peux vous donner un exemple très simple. J'avais ma belle-sœur qui est ici au Québec, elle a été malade. Elle a dû aller sur l'aide sociale. C'est une femme qui a travaillé toute sa vie, 55 ans. Elle n'était plus capable de travailler. Elle est allée sur l'aide sociale. Elle recevait 800 $ par mois. Les gens qui rentrent, les sans-papiers, on les appelle sans-papiers, ce qu'on ne veut pas dire les illégaux, parce qu'il y a des réfugiés, c'est sûr, mais il y a beaucoup de réfugiés qui ne sont pas des vrais réfugiés. Fait que ces gens-là arrivaient, il y a 2200 $ par mois. Est-ce que c'est normal que ces gens-là aient plus d'argent qu'une personne qui a vécu ici, payé des taxes et des impôts ici? Nous, on considère que non. Ça continue. Une immigration, oui, mais bien contrôlée. Une immigration qui va faire que les gens qui viennent vont travailler avec nous, mais vont aussi payer leurs taxes et leurs impôts. Heureusement pour un journaliste comme moi qui travaille pour un journal indépendant, le parti veut couper les fonds pour Radio-Canada. Comme Radio-Canada, ben, on veut réduire l'argent qui est donné à Radio-Canada parce que Radio-Canada, évidemment, prône des valeurs que nous, on ne croit pas. Et on croit que beaucoup de Canadiens ne croient pas ces valeurs-là. On parle souvent, on entend parler de beaucoup de mouvements. On entend parler des mouvements LBGT dans les écoles. On le sait, j'ai des petits-enfants. On n'a pas de problème à ce que les gens soient homosexuels. C'est leurs affaires. Il n'y a aucun problème avec ça. On a un problème quand le message vient pour essayer de convaincre ou de vendre ces idées-là à ces jeunes-là. Quand ils seront adultes, quand ils auront 18 ans, 20 ans, ils pourront choisir les choix qu'ils voudront. Mais on ne veut pas que dans les écoles, les jeunes soient influencés sur des choix trop tôt. Parce que c'est pas vrai qu'à 7 ans, 8 ans, 10 ans, que tu es capable de choisir ton sexe. Tu es trop jeune. Tu ne connais pas ça. Laissons-les grandir. Laissons-les être des enfants. Quand tu seras adulte, ils feront les choix qu'ils auront à faire, puis ça sera leur chose. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais actuellement, on est une dérape qui est dangereuse. Et malheureusement, personne n'ose en parler parce que ce n'est pas populaire. Ça, c'est du côté. Bon, la citoyenneté. Évidemment, nous, on considère que les citoyens canadiens ont le droit de vote, c'est normal, seulement les citoyens canadiens, ce qui est encore le cas quand même au Canada. Et récemment, on avait accepté que ce soit des gens qui sont avec des permis de travail qui deviennent militaires. Il faut être prudent avec ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont devenir militaires pour avoir les citoyennetés plus vite et ce n'est pas vraiment vrai. La meilleure preuve, les Américains l'ont déjà fait dans le passé et ça n'a pas bien fonctionné parce qu'ils ont fait travailler, ils ont pris les gens comme militaires pour profiter d'eux, mais en réalité, ils ne nous ont donné rien. Je ne dis pas qu'au Canada, on fait la même chose. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas vu tout le programme de l'armée canadienne. Moi-même, j'ai déjà été militaire. Mais ça serait de quoi vraiment vérifier que ça soit bien fait pour que ces gens-là, s'ils intègrent l'armée, qu'ils l'intègrent aussi pour les bonnes raisons, pas en croyant que devenant militaire, ils vont devenir automatiquement citoyens, mais qu'ils intègrent l'armée parce qu'ils trouvent que peut-être c'est une carrière qui les intéresse. Ça, c'est différent. Mais ça serait vraiment important de faire une bonne sélection parce que c'est bon d'avoir des soldats et une bonne armée, mais il faut avoir les bonnes personnes aussi. On ne peut pas prendre n'importe qui parce qu'on veut remplir un espace qui est vide, mais que la personne, ce n'est pas sa place. Là. Ça, c'est un point. Évidemment, on est pour le gaz naturel, on est pour le pétrole. Et quelque chose que j'ai vu récemment, et ça me fâche un peu, mais ça ne me fâche pas dans le mauvais sens. Comme je disais, je suis marin, donc je suis allé à Churchill, je suis allé partout un peu au Canada, mais aussi à l'étranger. Et ça fait des années que j'ai dit qu'on devrait, parce que le pipeline a été bloqué évidemment par le Québec. Hein, le pipeline qui partait de l'Ouest canadien, il va jusqu'à Montréal maintenant. Il a été bloqué par le Québec pour se rendre au Nouveau-Brunswick. Il y a peu de gens le savent, là, mais le pipeline inversé se rend maintenant à Montréal. Ce pipeline-là, ils ont demandé est-ce qu'il continue jusqu'au Nouveau-Brunswick parce que la grosse raffinerie, c'est Québec, Valero et raffinerie Irving au Nouveau-Brunswick. Ce pipeline-là n'a jamais été fait par le fait que le Québec a bloqué ça. Et là, ils ont dit, le Parti conservateur, qui est une bonne idée, j'ai absolument rien contre l'idée,
ce qui me déçoit, c'est que c'est eux qui la sortent. Moi, je n'ai pas pu la sortir avant eux. C'est que sortir le pétrole par Churchill, qui est un port de mer qui existe, que le chemin de fer se rend là. Et à ce moment-là, ben, ça nous donnera une sortie additionnelle pour sortir le pétrole pour l'exporter. Je suis en politique pour le Parti chrétien depuis 2019. Par contre, ça fait 20 ans que je dis, puis là, je ne parle pas parce qu'il se passe avec les États-Unis, parce que je n'ai même pas de surprise. J'ai voyagé beaucoup aux États-Unis, j'ai eu des camions, etc. Ça fait 20 ans que je dis qu'il faudrait faire plus de commerce avec d'autres pays. Arrêter d'avoir toujours le commerce avec les mêmes. Malheureusement, là, on s'en rend compte qu'est-ce qui arrive. C'est triste, mais c'est compliqué pour beaucoup d'industries. Mais ça fait longtemps qu'on aurait dû corriger cette situation-là pour être moins dépendant de notre voisin qui était un bon allié, mais qui, là, il semble un peu difficile à travailler avec actuellement. Ça, on n'avait pas beaucoup parlé avec le parti parce qu'on ne s'attendait pas que ça soit aussi pire quand M. Trudeau, c'est qu'on n'a pas vraiment fait de plan pour ça. Là, c'est vraiment une opinion personnelle. Mais dans notre parti, on a le droit à certaines opinions personnelles aussi. Il y a des sujets que nous, on ne peut pas être différents. Comme je vous parlais de l'avortement, nous, on ne peut pas avoir de différence. Il faut être d'accord sur ça pour être membre de ce parti-là ou être candidat. Mais d'autres sujets comme ça, on peut en discuter, puis aucun problème. Bon, ensuite de ça, on parlait de CIBC, on parlait des droits humains. On est 100% pour les droits de la personne. Il n'y a aucun problème qu'ils soient appliqués correctement. Après ça, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le contrôle des armes à feu. Ça, c'est un grand sujet aussi au Canada. On sait très bien que les armes à feu, actuellement, avec le rachat qu'ils font, c'est rendu que c'est des milliards de dollars. Et soyons honnêtes, dans notre pays, il y en a des crimes un peu, il y a des criminels, tout le monde le sait. Mais les criminels, là, ils n'ont pas des armes légales. Là. Ils n'ont pas acheté au magasin avec le nom enregistré. Là. Les criminels, ils ont des armes qui sont illégales, qui sont rentrées par différents points. Puis très souvent, il y a peu de gens qui le disent encore, mais très souvent, ces armes-là arrivent des États-Unis. Et ils arrivent très souvent par certains endroits, en Ontario ou au Québec. Ils traversent la frontière illégalement, mais on ne verra pas souvent un criminel qui va aller acheter l'arme, enregistrer son arme, mettre son nom dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois une personne qui a une arme enregistrée qui commettra un crime. On le sait que malheureusement, ça l'arrive. Mais le vrai crime, les vrais criminels, ils n'ont pas d'arme enregistrée. Ça fait que pour nous, ça ne réduira pas le crime d'avoir une restriction importante des armes à feu, parce que c'est pas tous les, surtout au Canada ici, c'est pas tous les citoyens qui ont des armes, c'est pas tous les citoyens qui ont des fusils. Il y en a qui en veulent. Mais là, on fait une restriction pour essayer de régler un problème que, dans le fond, on ne le réglera pas du tout. Ensuite de ça, au point de vue de la drogue, évidemment, c'est un autre sujet très important. Nous, moi, je n'ai jamais été, mais le parti non plus, pour la légalisation de la marijuana. Moi, j'ai toujours dit, j'étais pour la décriminalisation. Donc, quelqu'un qui a une consommation qui se fait arrêter pour le pot, ou, bon, avoir une amende, une petite pénalité, mais pas avoir un dossier criminel. Parce que quand on commence à avoir des dossiers criminels, on se ramasse un peu comme nos voisins. Les gens ont des dossiers criminels, ils ne peuvent plus rien faire, sont bloqués ici, sont bloqués là. Ça, on n'est pas pour ça. Mais on n'est pas pour la légalisation dans le sens que vous avez un enfant parce qu'on dit toujours, c'est seulement 18 ans, des endroits, c'est 21 ans pour consommer. J'ai le rapport de Santé Canada sur mon ordinateur qui dit à quel point c'est dommageable, surtout pour les adolescents. On sait que quand la personne est rendue plus âgée, le cerveau est déjà développé, c'est moins pire. Mais on a tous les rapports et les études qui nous disent que c'est très dommageable. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, je parlais avec un ami qui a environ 32 ans et il me disait que lui avait consommé et qu'un de ses amis qu'aujourd'hui il est complètement scrap. Malheureusement, il était schizophrène. On sait que c'est pas tous les cas. On ne dira pas que c'est tout le monde. Les gens vont nous dire la boisson aussi. C'est vrai aussi. Mais la drogue est plus dangereuse pour les jeunes quand le cerveau n'est pas encore développé. Fait que nous, on n'est pas pour elle est légale maintenant, là, mais nous, on la rendrait illégale, sauf que on dirait que pas criminel pour la marijuana qu'on parle à ce moment-là. Évidemment, moi, j'ai été à Vancouver souvent, et là, on a de plus en plus d'endroits qui a des piqueries pour nous dire que c'est plus facile, les gens vont avoir une drogue plus propre et tout et ça. Mais au lieu de dépenser de l'argent pour les aider à continuer à se droguer avec des drogues fortes et chimiques, il faudrait vraiment dépenser du temps et de l'argent pour essayer de les aider à se sortir de ça. Je ne suis pas naïf. On ne peut pas sortir tout le monde. On ne peut pas sauver 100% de la population. Mais si on fait un effort pour les sauver, au lieu de les aider à continuer, je pense que l'effort est plus viable, à long terme, évidemment. Les soins de santé au Canada, c'est provincial, mais le fédéral envoie de l'argent dans les provinces. C'est très compliqué, les soins de santé, parce qu'on a des problèmes pratiquement dans toutes les provinces canadiennes. Savoir la vraie solution pour les soins de santé, je ne suis pas sûr qu'on l'a trouvé celle-là, nous autres non plus, par contre. On peut chercher, là,
mais il y a tellement de dépenses qui sont faites dans les soins de santé. Et plus il y a d'argent, moins ça fonctionne. Fait qu'il faudrait peut-être repenser. Moi, je vivais en Angleterre en 2013 et ma femme a dû aller à l'hôpital à l'époque pour une petite infection. Et ce qui s'est passé, c'est que dans 1 heure, on est rentré à l'hôpital. Elle a eu son petit diagnostic et son médicament. 1 heure. Quand c'est arrivé plus tard un peu, le ministre de la Santé à l'époque en Angleterre a été licencié parce que les gens attendaient plus que 4 heures. Ici au Québec, ça va vraiment pas bien, mais dans d'autres provinces aussi, les amis m'en parlent, c'est pas beaucoup mieux dans les autres provinces. Quand on est rendu à des journées complètes dans les civières, dans les passages, il y a vraiment là, je pourrais pas vous dire que j'ai le secret magique, là, mais il faudrait que les gens, que les provinces se mettent ensemble. Vous discutez pas juste, je comprends que la province de Québec et la santé de l'Ontario, c'est pas la même chose, mais un exemple facile, en Nouvelle-Écosse, les gens, ils ont le droit de commander le menu qui va à l'hôpital. Au lieu de manger ce qu'on voit souvent ici au Québec, ils ont le droit de commander un menu comme un restaurant. Ils font le choix. Et ils ont décidé, on est mieux de donner aux gens le choix d'avoir un bon repas. De leur goût, ils vont manger. Parce que quand on leur donne de quoi qui est bon pour la santé, bon pour eux, bon pour ça, mais ils n'aiment pas ça, ils ne mangent pas. Ça fait qu'ils ne gagnent pas de force. Ça fait que les autres, ils ont décidé d'aller du côté. C'est sûr que le menu doit être quand même vérifié un peu, mais ils ont quand même un choix. Ils peuvent choisir comme un restaurant. Ils font venir le menu et ils sont aperçus que les gens mangeaient plus. Parce qu'on connaît tous des gens qui sont allés dans nos hôpitaux, puis souvent, quand on regarde le menu, c'est pas très appétissant. Mais, malgré que c'est une élection provinciale. On en parle un peu, mais c'est quand même provincial. Fait que le fédéral ne peut pas vraiment changer ça à ce niveau-là. Ensuite de ça, on parle d'investir dans les brise-glaces, dans la garde côtière, ce qui est une bonne chose. Par contre, ça fait longtemps qu'on aurait dû investir dans la garde côtière. Ça fait des années qu'on aurait dû faire ça, mais là, ils vont construire des brise-glaces, ce qui est une bonne chose. Le train, ça fait longtemps qu'on a parlé du train. Le train Québec-Toronto. La seule chose que j'ai vue maintenant, c'est que le Parti libéral avait parlé de ce train-là. Mais quand j'ai vu, parce qu'il va falloir que je refouille plus, quand j'ai vu le prix, j'ai dit c'est impossible. Le prix était beaucoup trop petit. J'ai lu 3,9 milliards. Ça va nous coûter 8 milliards, il fallait le tramway à Québec. Fait que je comprends pas comment. Il va falloir que je refouille ça là, pour essayer de voir si j'ai mal lu les chiffres ou. Mais on est pour ce train-là. Il n'y a aucun problème pour un train comme ça, mais il faut que ça soit fait avec des budgets réels. Il ne faut pas dire 3 milliards, puis qu'après ça, c'est 30 milliards, parce que là, ça ne fonctionne pas. Là. Après ça, le Sénat. Le Sénat, nos sénateurs, à l'époque, la manière que notre pays fonctionne, ce que les gens oublient souvent, c'est écrit encore dans notre Constitution aujourd'hui, et c'est très peu dit. Techniquement, au Canada, c'est Dieu, le roi, les gouverneurs et le gouvernement élu. Bon, le gouvernement élu fait les lois et vote. Après ça, les lois sont vérifiées par les gouverneurs, les sénateurs, pardon, pas les sénateurs. Et les sénateurs, si la loi n'est pas à leur goût, ils peuvent la faire ajuster, la corriger, la renvoyer, la rajuster. Bon, le Sénat va l'approuver. Après ça, elle doit être certifiée par le gouverneur général qui, en réalité, représente le roi. Et le problème qu'on a un peu avec le Sénat actuellement, c'est qu'il accepte tout. Le Sénat n'est pas obligé d'accepter tout. Ça fait que nous, on voudrait avoir un Sénat élu par province. En ayant un Sénat élu par province, on pense qu'on aurait une meilleure... parce que ce qui arrive, comme c'est le premier ministre qui nomme les sénateurs, ben, il nomme c'est lui qui décide qui va être là, donc il va choisir ceux qui font, évidemment, dans son idée. Nous, on aimerait mieux que ça soit élu parce qu'il y aurait un peu plus d'homogénéité. Ce ne serait pas tout le même monde qui serait là, donc il y aurait peut-être plus une possibilité d'avoir une divergence d'opinion, mais peut-être de correction, parce que là, ce qui se passe, ils font les lois, ça va au Sénat, puis c'est approuvé. C'est rarement changé. Quand c'est changé, c'est très peu. Ça fait que ça, c'est un autre point qu'on voudrait changer par ça. Ensuite, ben, comme je disais, on n'a pas eu la chance de parler beaucoup de notre voisin parce qu'on ne s'attendait pas à voir. On s'attendait à ce qu'il y ait des choses différentes, mais disons que c'est un petit peu pire qu'on croyait. On a aussi, évidemment, pour l'agriculture, on est vraiment un parti qui veut que l'agriculture fonctionne. On veut que nos fermiers soient capables de travailler et de produire. Et on veut, évidemment, essayer de consommer nos choses le plus possible. Puis ça, c'est nouveau. C'est pas arrivé parce qu'on entend parler de ce qui se passe avec les taxes et tout. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut être le plus autonome possible pour notre nourriture. C'est pas mal ça. J'essaie de regarder si j'oublie. Ben, évidemment, on n'est pas pour l'euthanasie.
parce qu'on sait que de plus en plus, la loi change et elle devient de plus flexible. On est rendu là qu'on dit qu'on est sur le point de pouvoir faire mourir ceux qui ont des problèmes mentaux. Mais comment une personne qui a un problème mental peut décider si elle veut vivre ou pas? Si elle n'est pas capable de décider elle-même, c'est pas évident. Hein? Ça fait que ça, on n'est pas pour l'euthanasie, évidemment, ou l'aide assistée. Nous, on appelle ça un suicide assisté. Mais on sait que les gens vont nous dire toujours la même chose. Les gens souffrent beaucoup, puis c'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent. Mais des fois, les gens souffrent aussi parce qu'ils sont pas capables d'avoir les traitements. Je parlais avec quelqu'un encore aujourd'hui, il est obligé de payer 300 $ voir un médecin. Puis il est dans une province, comme dans toutes les provinces canadiennes, qui a des services de santé gratuits. Ils ne sont plus gratuits, s'il faut que tu payes. Ouais, ils sont gratuits, mais rendez-vous dans 6 mois. Tu sais, ça ne marche pas, là. Puis la liberté de parole et d'expression, ça, c'est important. La liberté de parole et d'expression est importante, mais il faut avoir le respect aussi quand on parle aux autres. Il ne faut pas être irrespectueux, il ne faut pas être grossier. C'est qu'il faut parler, mais on peut parler des bonnes choses. Je vais vous donner une chose qui m'a dérangé énormément dans mon cas à moi, au point de vue liberté. Je conduis des camions à l'occasion et j'ai un ami qui a des camions et je devais aller au Nouveau-Brunswick. Et quand on a eu cette période, malheureusement, du COVID, on n'était plus capable, en tant que citoyen canadien, de se promener de province en province. Et ça, je trouve ça inacceptable. On ne peut pas commencer, entre provinces, limiter l'accès aux citoyens canadiens. Quand c'est un autre pays, c'est leurs affaires. Ils peuvent nous limiter l'entrée ou la sortie. Pas la sortie, mais l'entrée. Mais dans notre province, dans nos provinces, dans notre pays, il faut que le citoyen canadien ait toujours le droit de se promener d'une province à l'autre, de vivre d'une province à l'autre et de travailler dans une province à l'autre. Il faut garder ça aussi comme ça. C'est bon. Je vais peut-être te poser quelques questions à partir de maintenant oui, pour allez-y. Dans un peu. Là. Oui. Niveau religion, là, oui. Fond, comment vous voyez ça pour montrer ça aux Canadiens? Comment le faire accepter par eux? Comment avoir une acceptabilité sociale avec cet aspect-là? Je sais que la religion n'est pas nécessairement ce qui est le plus populaire chez le Canadien moyen actuellement. Là. C'est ça que je me demande comme question. Vous avez tout à fait raison. C'est tout à fait vrai. Mais il faut comprendre, quand on dit on est chrétien, on n'oblige pas l'autre personne à être chrétien. On n'oblige pas le citoyen à être d'accord avec nos idées chrétiennes. Mais ce qu'on dit, on oublie souvent que c'est le pays ici, le Canada, a été fondé par des chrétiens catholiques romains et des chrétiens protestants. On dit oui, les valeurs chrétiennes, les bonnes valeurs chrétiennes, c'est quoi? C'est le partage, l'amour, la justice, l'honnêteté, etc., toutes ces choses-là. J'entendais récemment un Français qui a écrit un livre pour les politiciens et disait « Le mensonge est un outil pour un politicien ». Et là, ça me touche beaucoup, j'aime pas ça. Et là, je parle avec des gens, des amis qui savent que je fais de la politique. Ah, ils disent, oui, mais tu dis ça, mais j'ai dit, moi, je dis ça, quand je vais être élu, je ne changerai pas d'idée parce que je ne changerai pas d'idée si je connais le sujet. Si je parle d'un sujet que je ne connais pas, je fais attention, je peux être prudent un peu, comme je vous disais tantôt, il y a certains sujets, je ne peux pas élaborer suffisamment, je n'ai pas assez la connaissance. Mais quand tu es au pouvoir, tu as des gens autour de toi. Mais je parle de côté mensonge. En tant que chrétien, nous, on n'est pas supposé mentir. On n'est pas parfait, là. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, qu'on ne fait pas d'erreur. On peut se tromper, mais il y a une différence entre se tromper et mentir. Quand on est rendu qu'on dit que le mensonge est un outil pour le politicien, c'est grave. Ça veut dire que le mensonge est correct. C'est pas grave si je te dis quelque chose, demain je dis d'autres choses, en sachant que c'est faux. Si on dit une chose qui est fausse, mais qu'on ne sait pas que c'est une erreur, on peut se demander pardon, puis dire je vais corriger mon erreur. Puis le côté religieux, comme tu disais, comme je te disais tout à l'heure, nous, on ne dit pas que c'est religieux, on dit que c'est chrétien, parce que religion, je suis né catholique romain, tu sais, mais on ne veut pas créer d'obligations des citoyens, sauf qu'on veut que la justice et l'amour soient là, le partage, comme je disais tout à l'heure, on veut que les enfants qui viennent au monde, si les parents n'en veulent pas, ce qui peut arriver dans certaines circonstances, on peut les faire adopter. Ici même au Canada, on adopte des milliers d'enfants de d'autres pays à chaque année. Pourquoi pas adopter nos enfants ici? On peut en adopter quand même d'autres, mais il y a beaucoup de parents qui attendent pour avoir des enfants qui sont pas capables, qui seraient très heureux de prendre l'adoption comme solution. Donc, il n'y a pas d'histoire d'imposition, de symboles, tout ça. C'est vraiment juste les valeurs que vous voulez inculquer. Non. Ça, c'est quand même... Oui, exactement. Il n'y a pas d'obligation de symbole parce que c'est une question de choix personnel. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire. On arrive et on dit, par contre, on a un point qu'on disait, on parlait, on a un peu de difficulté, puis là, les gens vont dire, oui, mais on a un peu de difficulté avec l'islam, des fois, quand ils veulent justement imposer la charia en Ontario, il y en a déjà parlé.
il y a un parti politique qui voulait imposer la charia. Ben là, si tu viens vivre au Canada, on a des droits et libertés, on a des règles de conduite, de vivre, on n'est pas parfait, mais on a telle chose. On ne peut pas commencer à appliquer une loi pour lui parce qu'il y a telle religion, puis lui, notre religion, puis lui, une autre religion, la loi est différente. C'est impossible. Ce qu'on applique déjà dans plusieurs cas aussi, dans des procès, on a des cas que c'est incroyable de voir les jugements aujourd'hui qui sont rendus. La justice, malheureusement, c'est ce que ça rend nos citoyens qui croient de moins en moins à la justice parce qu'on voit des crimes graves qui ne sont pas sévèrement punis et on voit des crimes qui ne sont pas très graves qui sont punis sévèrement. Fait que là, il y a un autre point là-dessus avec la justice, il faudrait vraiment voir pourquoi c'est rendu comme ça. C'est probablement ça qui fait peut-être peur à l'électeur moyen quand il voit le mot chrétien dans le nom du parti. Là. Oui, on est d'accord et on le sait, puis vous avez tout à fait raison de dire ça. Mais pour nous, si on enlève le mot chrétien, parce que la Bible nous dit aussi de ne pas avoir honte de notre Seigneur Jésus. Mm-hmm. Si on enlève le mot chrétien, c'est comme si on voudrait le cacher. Et j'aime ce que vous dites là, c'est très bon. On a plusieurs partis au Québec, au Canada, même, pardon, j'ai au Québec, mais au Canada, qui ont des partisans chrétiens dans le parti, ils en ont des chrétiens, ils en ont des pas chrétiens, puis c'est correct. Mais par contre, comme nous, on dit, on est chrétiens, on est quand même assez ferme dans nos positions, c'est sûr. On est chrétien, donc on veut marcher comme un chrétien. On veut pas, tu sais, je parlais tantôt de la drogue, l'avortement, ces choses-là. Ouais, mais je vais avoir plus de votes si je suis d'accord avec ça. Oui, mais c'est quoi que mon cœur dit, c'est quoi que la Bible nous dit et pourquoi la Bible nous dit ça? Les gens oublient souvent, la plupart des choses dans la Bible, il n'y a pas grand-chose de mauvais dans ça. La plupart des choses, c'est de bien l'amour, le partage, l'aide. Puis nous, les citoyens, on les aime, nos citoyens, on veut les aider, les protéger. On voit que notre pays, malheureusement, depuis plusieurs années, il ne va pas dans une bonne direction. Là. J'ai des amis qui étaient des immigrants d'origine qui retournent chez eux parce que ça ne s'améliore pas là, à tous les points de vue. Là. Coût de la vie, même la criminalité. Un exemple très simple, là, ça arrive dans beaucoup de provinces. Ici, au Québec, au Nouveau-Brunswick aussi maintenant, s'il y a un vol d'essence, les polices ne veulent plus prendre les plaintes. Oui, mais j'ai dit la police, parce que là, ils disent à demander aux gens de prépayer. J'ai rien contre le principe de prépayer, je comprends comment ça marche. Mais le commerçant, lui, s'il opérait sans prépayer puis il veut fonctionner comme ça veut dire que le vol d'essence n'est plus un vol parce que c'est un petit vol. Tu ne peux pas commencer en tant que policier ou agent de la paix décider ce crime-là, je n'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai trop d'ouvrages. Ça ne marche pas. On voit ce qui se passe si vous avez sûrement vu ce qui se passe à New York actuellement, dans d'autres grandes villes américaines, c'est rendu comme dans le film d'aventure du Far West. Il faut faire attention. Ça peut nous arriver, tu sais. Il faut faire attention. Quand on va à Vancouver, puis à Winnipeg, c'est assez puis moi, là, comme je vous disais, j'ai voyagé beaucoup. Je ne suis pas trop nerveux d'aller dehors. Quand je suis rendu que j'ai des endroits où j'ai peur de sortir le soir, c'est pas assez dangereux. Le Winnipeg, c'est dans le bas de la ville. Et Vancouver, c'est ouf. Oui, effectivement, la peur de sortir le soir est quand même assez rendue forte en Occident en général, j'ai l'impression, un peu partout. Là. Mais si on revient sur un autre enjeu qui est quand même une de vos positions qui pourrait faire parler un petit peu, l'avortement. Oui, c'est ça. Oui, c'est quelque chose de très fort. Bon, comme je disais, on est le seul parti pro-vie. Et nous, on croit que c'est Dieu qui crée la vie, c'est Dieu qui fait que les personnes, les enfants arrivent sur la terre. Donc, nous, on est contre l'avortement à 100%. On revient toujours avec la même chose parce que la plupart du temps, quand on parle de ça, c'est le même débat qui arrive. On me parle toujours de la femme qui a été violée. Puis c'est vrai que c'est arrivé. Mais les cas d'avortement pour les femmes violées, c'est très, très, très rare. Et l'an passé, j'étais sur la marche pour la vie ici à Québec et j'avais un monsieur qui était avec moi qui, lui, était un enfant d'un viol. Sa mère l'a gardé et sa mère, elle l'aime, lui aime sa mère, puis ils sont tous heureux de ça. Ils ne sont pas heureux qu'elle ait été violée. Là. Je ne dis pas que le viol était bon, puis c'était correct, puis ça n'a pas été difficile pour elle. Mais aujourd'hui, cet homme-là, c'est le seul qui prend soin de sa mère. Il y a 2 sœurs, il ne s'occupe pas de leur mère, elle s'occupe de sa mère. Évidemment, je parlais tantôt d'adoption. L'adoption au Canada est rendue très complexe. Je vais vous donner, c'est très facile. On prend un exemple. Pour l'adoption, maintenant, il faut que tu aies toutes les caractéristiques, genre la maison, la chambre. Il y a plein de règles avant que tu puisses être capable d'adopter. Et quand on demeurait, je disais en Europe un peu, là, dans les années 2013-2014, moi et mon épouse, on avait regardé peut-être pour adopter là-bas. Et c'était beaucoup plus simple.
Bon, il fallait que tu aies un foyer, mais tu n'étais pas besoin d'avoir une chambre spéciale décorée, merveilleuse. Tu sais, le parent qui a son enfant lui-même, il peut le faire vivre dans un sous-sol, des fois en mauvais état, puis presque infect. Puis le parent qui va adopter, il va falloir qu'il ait quasiment un château. Ça ne marche pas, là. Si l'enfant, il y a de l'amour, puis des parents qui s'en occupent bien, il n'y a pas de problème. Ça qu'on dit que l'adoption sera une solution pour une partie de ces enfants-là, c'est bien sûr. Une partie, peut-être les parents les garderaient, la mère ou la garderait, serait heureuse. Puis aussi aider ces femmes-là. La plupart du temps, les femmes, quand ils se font avorter, puisqu'on a discuté, on en a rencontré aussi dans notre partie, qui ont déjà été avortés et tout. Et la plupart du temps, quand ils vont avorter, c'est quoi? Ils n'ont pas de support. Ils n'ont pas de support de la famille, ils n'ont pas de support du mari, ils sont seuls, ils ne savent pas quoi faire, ils sont en détresse, ils n'ont pas de travail ou pas un bon travail, ou si on a un enfant, ils ne pourront plus travailler. Il faut les supporter mieux, les aider, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait faire que ces femmes-là seraient heureuses de garder leurs enfants, puis seraient capables de l'éduquer correctement. On peut le venir en aide, on a plein de ressources. Mais il faut que les ressources soient fonctionnelles, réelles, pas juste sur papier, qu'on appelle un téléphone, qu'on n'a pas de réponse, ça nous rappelle 2 jours plus tard, quand ça nous rappelle, c'est pas disponible, je ne suis pas éligible à ce programme-là. Il faut faire des programmes plus simples. Il faut faire des choses qui fonctionnent réellement. Et là, aujourd'hui, c'est dans presque tous nos systèmes, que ce soit fédéral ou provincial. D'ailleurs, je vais vous mentionner une petite chose très agréable et très drôle. La chose qui fonctionne le mieux actuellement au fédéral, c'est Élections Canada. C'est une des seules places qu'on est capable. Oui, c'est vrai, on est en élection. On les appelle, nous, les candidats, on a des lignes spéciales, on a un service réel, rapide, facile. C'est le seul ministère au fédéral que tu peux dire que tu as un service comme ça. Là. Ben, tant mieux, merci. Mais pourquoi qu'on ne peut pas faire ailleurs la même chose si on le fait là? Maintenant, mettons, on arrive un peu sur la fin du temps. Donc, juste rapidement, oui. C'est quoi un peu le slogan du parti et de la campagne? Le slogan de notre parti, ça a toujours été, c'est la famille, le pays, puis nos citoyens. Nous, on veut que nos citoyens aient un beau pays, un pays agréable à vivre. On parlait tantôt aussi de sécurité. On veut un pays qui est sécuritaire. On ne veut pas un pays qui est dangereux. On ne veut pas un pays il y a plein de fraudes, puis les fraudes, il n'y arrive à rien. Puis on le sait, on reçoit toutes des fraudes à toutes les semaines sur nos téléphones. J'ai reçu une fraude sur une carte de crédit. Il y a plein de gens qui reçoivent. La compagnie me contacte, on bloque la carte, l'argent, je ne l'ai pas perdu. Ça, c'est correct, ça. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. La personne qui avait acheté l'équipement en question à Toronto, il faut accepter la transaction, faire livrer l'appareil, envoyer la police et le commando quand l'appareil est livré et arrêter la personne. Le problème, c'est qu'on va dire qu'on est débordé, c'est sûr que c'est ça qu'on nous dit, mais on est débordé parce qu'on les laisse tellement faire que la personne qui n'a pas réussi cette fraude-là, que je pensais qu'elle fait, elle en fait un autre demain, puis un autre, puis un autre, puis il y en a une sur 10 qui marche. Parce qu'on n'a pas voulu prendre le temps de dire, celui-là, on va l'arrêter, on va voir que, bon, là, les gens vont dire, on va se faire pogner, là, puis avoir des sentences réelles. Même si on est chrétien, on est d'accord pour une justice. Il ne faut pas avoir une justice comme certains voisins ont, que ça n'a aucun bon sens. Tout le monde est en prison, ils ne ressortent plus jamais. Mais il faut avoir une justice que les gens, quand ils ont commis un crime, ils sont responsables du crime et ils payent en conséquence le temps ou l'argent et les choses comme ça. Là, ce qu'on voit dans les jugements, ça n'a jamais de logique pratiquement. C'est très rare qu'on voit un jugement. Ouais, mais ils sont entendus, puis c'est vraiment là, le désordre complet et c'est compliqué et ça prend de l'argent pour se défendre. Ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas bien se défendre. Il y a beaucoup d'ouvrages à faire, c'est sûr, dans notre pays encore. Excellent. Et pour conclure, pour ces élections-ci, c'est quoi l'enjeu principal pour les Canadiens et aussi, comment vous voyez vos chances, mettons, en tant que parti, d'avoir des sièges ou d'avoir du support de la part de la population? Les chances d'avoir un siège pour notre parti actuellement sont quand même faibles. Par contre, nous, on demande au Seigneur de faire un miracle parce qu'on sait que, comme vous disiez tout à l'heure, du moment qu'on est chrétien, ça dérange un peu les gens. Quand les gens écoutent plus, ils voient un peu plus le sens de nos propos. Et par contre, malheureusement, au Canada, depuis plusieurs années, et c'est ça qui va falloir changer, beaucoup de gens vont voter contre. Je vote contre les libéraux, je vote contre les conservateurs, je vote contre. Je disais, arrêtez de voter contre, votez pour. Votez pour la personne qui vous dit quelque chose, votez pour la personne qui représente des valeurs que vous avez, demandez-lui des questions. J'avais mon député ici dans le comté, j'ai essayé d'avoir de l'information sur certains sujets fédéraux, j'ai jamais eu de retour. Et j'ai parlé à quelqu'un d'autre, et les autres personnes m'ont dit « Ah non, il ne répond pas ». Mais il y a son siège, il est payé, mais il pousse du crayon ou il se promène, je ne sais pas. Je ne peux pas dire ce qu'il fait, mais
Je sais que moi puis d'autres personnes qui m'ont parlé, ben, ils n'ont jamais eu de réponse. Ben, nous, on s'engage évidemment à servir les citoyens parce que le but qu'on a, nous, c'est vraiment de servir nos citoyens. Moi, je n'ai pas besoin d'être politicien pour gagner ma vie. Je la gagne très bien ma vie. Je voyais dernièrement les gens ont une augmentation provinciale, une augmentation fédérale. Moi, je sais le salaire du député fédéral. Si j'accepte de me présenter, j'accepte le salaire qui est donné là. Si je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir une augmentation raisonnable, mais je ne commencerai pas à dire je veux 20 puis 30 de plus. Si je ne voulais pas ce salaire-là, je vais juste à me présenter comme candidat. Je sais là, que ça donne 150 000. Je ne suis pas content de ce montant-là. Je ne me présente pas. Je me présente, ben, prends ton salaire, honnêtement, fais ton travail. Et ensuite de ça, s'il y a des augmentations raisonnables, il y en aura. Mais si les députés et les ministres se donnent des augmentations de 20 et 30 qu'on a au Québec, mais aussi au fédéral, il y a eu beaucoup d'augmentations, puis que la population, les employés fédéraux ont de la misère à avoir quelque chose, ça ne marche pas non plus. Tu dis à tes employés, moi, je peux en prendre plus, c'est nous autres qui décident les lois, mais vous voulez moins cher. Et là, les gens vont souvent dire, ouais, mais il faut avoir des gens d'expérience, il faut payer ces gens-là un bon salaire sans avoir les bons candidats. On le voit comment ça marche actuellement. Je ne suis pas sûr qu'on a les bons candidats partout. Et on voit M. Carney, il a moins d'expérience que moi en politique. J'ai fait 3 élections, il en a fait 0. En tant que politicien. Et il y a notre premier ministre. Alors voilà comment mon entrevue avec Yves Gilbert du Parti Héritage chrétien du Canada s'est conclue. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Si vous voulez voir d'autres entrevues que j'ai faites avec des chefs de parti ou des candidats, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un like. J'en ai d'autres qui s'en viennent. J'en ai fait 2 autres aussi avec le Parti Avenir canadien et le Parti Rhinocéros. Si vous voulez les entendre, allez juste sur ma chaîne, ce serait très apprécié. Donc laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez de ce parti. Et moi je vais vous revoir dans la prochaine, dans probablement 2 jours. Merci d'avoir été là.